Le frère aîné est interrompu par sa sœur qui lui annonce qu'elle a faim, il s'excuse et promet de lui préparer quelque chose tout de suite. Malgré tout, il continue de lire son light novel, expliquant qu'il n'aime pas trop le personnage principal, mais que l'intrigue reste captivante. Il promet de préparer le dîner tout en rappelant à sa sœur de finir ses devoirs. Enthousiaste, elle répond avec un grand oui, avant qu'il ne se mette en marche. Dans un village isolé à la frontière de la vallée de Margrave Talley, la peur s'empare des habitants qui supplient leur protectrice d'intervenir contre une menace imminente. Soudain, un chevalier au tempérament explosif réprime violemment les villageois, ordonnant à Aurel de faire taire ces paysans indisciplinés et de fermer leurs pièges sur le champ. Le chevalier apprend que l'escouade Roche demande des renforts après avoir subi de lourdes pertes face aux ours démons. Il ordonne à ses hommes de battre en retraite, promettant de s'occuper lui-même du reste, tandis que les blessés s'excusent humblement pour leur manque d'efficacité. Un rugissement retentit dans les bois, attirant l'attention du chevalier. Face à lui, un immense ours démon surgit, prêt à attaquer. Justine affiche un sourire cruel, déterminé à déchirer sa proie en morceaux. Un enfant terrifié surgit en courant des bois, attirant l'attention du chevalier qui s'interroge sur sa présence. Derrière lui, l'ours démon rugit férocement, prêt à attaquer. Le garçon pousse un cri de peur face à la menace imminente. Justine, confiant, s'apprête à attaquer l'ours démon en le tranchant en deux. Soudain, une alerte retentit, interrompant sa concentration. De son côté, l'enfant continue de fuir, tandis que l'ours démon semble percevoir une présence étrange et inquiétante. Le garçon s'arrête brusquement, surpris par quelque chose qu'il vient de comprendre. Il se retourne, inquiet, tandis qu'une révélation semble se dessiner dans son esprit. Justine serre fermement l'enfant dans ses bras, prêt à tout pour le protéger alors qu'ils chutent ensemble d'un véhicule en pleine chute. De son côté, un nouvel intervenant, surpris, pousse un cri, sentant que la situation vient de basculer. Justine, le regard déterminé, lance un cri d'alerte pour prévenir d'un danger imminent. L'ours démon pousse un rugissement terrifiant, prêt à attaquer. Pendant ce temps, l'enfant continue de fuir, terrifié par la menace qui se rapproche. Justine se jette en avant pour protéger l'enfant, mais l'ours démon le frappe violemment, le projetant en arrière. La douleur le submerge alors qu'il réalise qu'il risque de revivre un traumatisme passé. Le commandant de Justine de Vandières se réveille avec un léger mal de tête, encore désorienté. Deux hommes présents cherchent à s'assurer de son identité et de son état. Intrigué par sa mention d'un petit frère, Justine révèle alors sa véritable fonction. Il est le commandant de la 3e ordre des chevaliers du royaume de la Fio. Justine réalise avec stupeur que ses souvenirs ne lui appartiennent pas vraiment. Il apprend qu'il s'appelle Naoki Maeo, l'aîné d'une fratrie de 8 enfants, élevé seul après la disparition de leur père. Avant même d'obtenir son diplôme universitaire, il a dû protéger son petit frère, sacrifiant sa propre vie pour lui. Justine se demande s'il est mort dans cet accident, réalisant qu'il a peut-être vécu une réincarnation. Il se rappelle que Justine est un personnage d'un light novel qu'il aimait, où ce dernier finit tué par le héros. Troublé, il cherche des réponses auprès d'Aurel, espérant comprendre la réalité de sa situation. Justine apprend avec surprise que l'enfant qu'il a tenté de sauver est sain et sauf, le démon bear ayant été tué juste avant son effondrement. Aurel confirme que l'enfant a seulement une blessure légère et a été renvoyé chez ses parents, ce qui soulage profondément notre héros. Malgré tout, un médecin évoque une possible amnésie temporaire, tandis que le protagoniste est déconcerté de voir le commandant sourire doucement. Le commandant, assis sur son lit, se laisse submerger par un sentiment de honte en réalisant à quel point il se trouve pathétique. Son subordonné, inquiet, lui demande ce qui ne va pas, tandis qu'un autre homme frappe à la porte, interrompant la scène. Le commandant murmure qu'il a commis de terribles erreurs jusqu'à présent, laissant entrevoir un profond remords. Un homme nommé Arnaud entre dans la chambre du commandant avec un panier, surpris de recevoir un remerciement inattendu. Le vice-commandant remarque l'étonnement d'Arnaud, qui se demande s'il a bien entendu le commandant le remercier. Celui-ci l'encourage à se reposer davantage, tandis qu'Arnaud s'excuse et s'apprête à partir. Justine réfléchit à la nature turbulente de l'ordre des 3e chevaliers qu'il dirige, composé d'hommes issus du peuple. Il se sait impitoyable aux yeux de ces hommes indisciplinés, et trouve presque fou qu'un simple remerciement puisse être perçu comme un signe de folie. Allongé, il soupire en songeant à l'étrangeté de sa situation, réincarnée dans le monde d'un roman. Justine ne regrette pas d'avoir risqué sa vie pour sauver son frère, mais il s'inquiète de savoir si ce dernier est vraiment en sécurité après l'accident. Il se demande aussi si sa famille est dévastée par sa disparition, et s'interroge sur le sort qu'il attend désormais qu'il s'est réincarné en Justine.
Bien que Justine soit dépeint comme un personnage pompeux et malveillant, notre héros se refuse à accepter cette image, affirmant qu'il n'a rien fait de mal. Perdu dans ses pensées, il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Finalement, il décide d'accepter le repas qu'on lui a offert, malgré son hésitation, car la faim commence à se faire sentir. Justine goûte le repas qui lui a été servi, mais il le trouve fade et manque d'umami. Il en déduit que la cuisine locale est simple, peut-être par manque de moyens ou à cause du coût élevé des épices dans la région. Malgré sa déception, il décide de ne pas s'attarder sur ce détail et prévoit de sortir en ville pour se changer les idées. Le calme matinal est brusquement interrompu par des voix pressantes réclamant le petit déjeuner. Une dispute éclate entre les membres du groupe, l'un d'eux menaçant de les laisser se faire attaquer par des monstres s'ils ne se dépêchent pas. Notre héros intervient alors pour calmer les tensions et rappelle à tous de ne pas déranger le cuisinier. Le commandant surprend tout le monde en les accueillant lui-même et en les réprimandant pour leur comportement, visiblement décontenancé. Un cuisinier se propose de les guider vers les cuisines. Notre héros examine les lieux et constate que la qualité et la quantité des ingrédients ne posent pas de problème, suggérant que le manque de saveur vient plutôt de l'assaisonnement. Le commandant s'excuse pour le dérangement causé par ses subordonnés et leur rappelle fermement de bien se tenir à table. Les membres du groupe, surpris par son ton sévère, s'exécutent immédiatement. En aparté, certains chuchotent leur étonnement face à cette attitude inhabituelle du commandant, craignant d'être réprimandés s'il les entend. Le commandant informe Aurel qu'il doit se rendre en ville pour un moment, tout en lui conseillant de rester au mieux dans sa chambre. Il promet de s'occuper de la patrouille et des autres tâches, en lui demandant de faire attention. Aurel le remercie avec un sourire confiant. Justine observe la ville avec un sentiment d'étrangeté, conscient qu'il n'a jamais voyagé à l'étranger dans son ancien monde. Il s'interroge sur sa capacité à s'adapter à ce monde fantastique. Malgré tout, il décide d'entrer dans un établissement, prêt à garder confiance et sourire. Le commandant Vandière entre dans la boutique avec une expression menaçante, s'efforçant de sourire malgré lui. Le commerçant, surpris de voir une telle figure, l'accueille timidement et lui demande ce qui l'amène. Justine explique qu'il souhaite simplement acheter quelques affaires, ce qui déstabilise un peu le vendeur, mais celui-ci accepte de le laisser regarder les marchandises. Justine remarque avec surprise que la boutique propose des épices qu'il connaît, comme la muscade et la cannelle. Il se demande si c'est parce que ce monde est inspiré d'un light novel japonais, ce qui lui facilite l'adaptation. Cependant, il est choqué par le prix exorbitant de ces épices, qui équivaut à plusieurs centaines de yens, soit le revenu annuel moyen d'une personne ici. Justine demande où il peut trouver du thym et du romarin, et le commerçant lui conseille d'aller à la pharmacie. Après avoir remercié et promis de revenir, il quitte la boutique en réfléchissant que les herbes sont considérées comme médicinales dans la médecine chinoise. Il décide alors d'utiliser cette information pour sa prochaine étape. Justine découvre un sac magique capable de contenir 10 fois son volume, ce qui renforce son impression d'être dans un monde fantastique. Pendant ce temps, des villageois chuchotent à propos du commandant de la 3e ordre des chevaliers, accusé de vouloir séduire la fiancée du prince héritier, un acte risqué qui pourrait lui coûter la vie. Intrigué, le protagoniste prête attention à ces rumeurs. Les villageois murmurent des rumeurs sur le commandant de la 3e ordre des chevaliers, expulsé de chez lui et relégué à ce poste pour s'en débarrasser. Ils le critiquent pour avoir osé troubler le prince héritier et soulignent la mauvaise réputation de cet ordre. Malgré sa force reconnue, certains doutent encore de lui, craignant qu'il soit un véritable danger. Le commandant ressent la haine intense que lui vouent les autres, conscient de la réputation violente de la 3e ordre des chevaliers. Il se donne pour mission d'améliorer non seulement sa propre image, mais aussi celle de tout l'ordre. Déterminé, il avance seul dans les rues, prêt à changer les choses. Le commandant de la 3e ordre des chevaliers intervient alors qu'un homme tente d'expulser des enfants pauvres qui réclament des herbes sans argent. Intrigué, il s'approche et demande calmement la raison de leur demande. Observant attentivement la situation, les enfants, hésitants, semblent à la fois effrayés et soulagés par sa présence. Les enfants expliquent que leur mère est malade après avoir travaillé à la place de leur père, qui a été blessé par des monstres lors d'une bataille. Leur père, autrefois artisan, sombre maintenant dans l'alcool. Le commandant intervient alors, ordonnant aux commerçants de donner les herbes nécessaires aux enfants, qu'il paiera lui-même. Le commandant rassure les enfants en leur offrant de payer les herbes nécessaires, insistant sur le fait que c'est un geste volontaire. Il demande ensuite à être conduit auprès du père, promettant de ne rien lui faire de mal. Les enfants restent méfiants, mais finissent par accepter sa proposition. Le ciel s'assombrit alors que notre héros réfléchit à la situation. Il apprend que le père des enfants, blessé lors de son service militaire, a sombré dans l'alcool.
incapable de supporter son incapacité à travailler et le poids qu'il fait peser sur sa famille. Malgré tout, il hésite à le juger, conscient que cela affecterait aussi ses proches. Les enfants remercient chaleureusement le commandant pour son aide précieuse, ce dernier leur répond avec bienveillance, les encourageant à prendre soin de leurs parents. Malgré la gravité de la situation, un léger espoir semble naître dans leurs échanges. Justin serre le poing, déterminé à changer le cours inévitable de la destinée de Justine. Il sait qu'il lui faudra suivre le bon chemin avec rigueur pour éviter la ruine annoncée. Conscient de ses responsabilités, il s'affirme enfin en tant que grand frère prêt à tout pour protéger les siens. De retour au quartier, le protagoniste remarque l'absence de tout le monde et s'interroge sur leur disparition soudaine. Il découvre alors que les soldats s'entraînent en pleine nuit, engagés dans un combat simulé avec sérieux et détermination. Impressionné, il encourage la troupe à poursuivre cet effort. Cassius est blessé lors de l'entraînement, mais il minimise sa douleur. Un camarade ordonne d'appeler un guérisseur tandis qu'un autre conseille de surélever la blessure pour limiter le saignement. L'urgence et la solidarité s'installent rapidement autour de lui. Le commandant ordonne rapidement à Aurel de lui apporter un bandage pour arrêter le saignement, tout en demandant aux autres de poursuivre l'entraînement. Il explique que la magie de guérison ne suffira pas à compenser la perte de sang. Malgré sa douleur, Cassius insiste pour continuer, mais ses compagnons insistent pour l'emmener à l'infirmerie. Un soldat s'impose avec force, ordonnant aux autres de suivre les consignes de leur grand frère. Cette déclaration surprend tout le monde, tandis que notre héros, en sueur et visiblement troublé, murmure ce mot inattendu, « Grand frère ?» Un soldat prend les choses en main et ordonne d'emmener Cassius à l'infirmerie, demandant aux autres de poursuivre l'entraînement. Un camarade répond avec enthousiasme, appelant ce soldat un grand frère. Pendant ce temps, un autre soldat remarque qu'ils ont maintenant plus de blessés à gérer. Un homme en uniforme quitte la pièce en se demandant si on essaie de lui mettre la pression en plaçant un chevalier au bureau. Malgré cette situation, il affiche un sourire confiant, rappelant qu'il a déjà vécu un entretien stressant dans une vie antérieure et se félicite de ses efforts passés pour décrocher ce poste. Le lendemain matin, Justine est accueillie avec respect par un subordonné qui lui souhaite une bonne journée. En marchant, il réfléchit à sa situation. S'il n'avait pas été réincarné, il serait en train de préparer les repas pour ses frères. Il décide qu'il est encore tôt et envisage de demander audience au margrave. Notre héros se rappelle qu'il doit aussi passer par l'entraînement matinal. Sur le terrain, Cassius discute avec un camarade qui s'inquiète de son bras. Il assure que sa blessure est guérie grâce à la magie de soins. Cassius et ses camarades reviennent sur ce que le commandant a dit en soignant sa blessure. Intrigués par une remarque inattendue qui les a pris au dépourvu, l'un d'eux insiste pour qu'ils écoutent attentivement ce que leur grand frère a à dire. Les camarades de Cassius sont surpris par l'attitude inhabituelle du commandant, qui a non seulement remercié l'un d'eux, mais lui a aussi prêté son épaule. Ils doutent que quelqu'un croie ce qu'il raconte, car jusqu'à présent, le commandant se contentait de les renvoyer une fois soignés. Cette réaction inattendue laisse penser que quelque chose ne va pas chez lui. Le groupe est stupéfait d'apprendre que le commandant leur a demandé de le remercier avant tout. Cette attitude inattendue laisse penser qu'il a peut-être découvert l'amour, ce qui surprend profondément nos héros. Pourtant, l'un d'eux reste sceptique, craignant que ce soit une plaisanterie, quand soudain une présence se fait sentir. Une silhouette menaçante apparaît, reprochant au groupe de se moquer des autres pendant l'entraînement matinal. Il leur ordonne d'effectuer un exercice supplémentaire de 1000 balancements, sauf à Cassius dont le bras vient juste de guérir. Cette annonce provoque la surprise et la protestation des camarades. Le commandant, avec un sourire taquin, annonce que le groupe devra faire de la course de fond pour renforcer leurs jambes et leur bas du dos, tout en assurant qu'il veillera à leur santé. Il promet une récompense à ceux qui travailleront dur, suscitant la curiosité et la résignation parmi les camarades. Malgré la dureté de l'entraînement, il encourage à persévérer jusqu'au déjeuner. Épuisés, les camarades se plaignent de leurs jambes et de leurs bras endoloris, mais ils se motivent à rejoindre la cafétéria où d'autres ont déjà commencé à manger. L'odeur appétissante du repas intrigue Justine, qui remarque l'ambiance joyeuse autour de lui. À leur retour, une silhouette familière les accueille, marquant la fin de cette pause bien méritée. Justine réclame sa récompense après avoir suivi l'entraînement à la lettre. Le commandant lui tend une soupe inhabituelle en guise de récompense, suscitant la méfiance du jeune homme. Avec un sourire énigmatique, le commandant révèle que cette soupe contient du sérogan, un ingrédient spécial, marquant une tournure inattendue. Le commandant révèle que la soupe contient du poivre noir, une épice rare et précieuse dont les soldats ne connaissent presque rien. Il explique que la quantité utilisée coûte une pièce d'or, soit presque un mois de salaire pour eux. Malgré la surprise et l'incrédulité des camarades,
Le commandant invite le chef à servir la soupe aux soldats. Le jeune soldat goûte la soupe et s'exclame, surpris par son goût exceptionnel et différent de d'habitude. Le commandant sourit, expliquant qu'il a intensifié la salinité de la soupe et ajouté du basilic pour relever le tout. Il insiste sur l'importance d'un repas savoureux pour maintenir la motivation et la condition physique des chevaliers, soulignant la nécessité de reconstituer les nutriments perdus par la transpiration. Le chef avoue sa surprise face à l'idée d'utiliser des feuilles comme remède, une pensée qui ne lui avait jamais traversé l'esprit. Le commandant le remercie sincèrement d'avoir réussi à offrir un régime stable malgré le budget limité, ce qui touche profondément le cuisinier. Ce dernier, honteux, refuse les compliments, ne se sentant pas digne de tels mots. Le commandant propose aux soldats de contribuer une fois par mois pour les boissons, afin que le chef puisse améliorer la qualité des ingrédients et des assaisonnements sans se soucier du budget. Enthousiastes, les soldats acceptent immédiatement cette idée. Aurel, intrigué, s'approche du commandant pour lui poser une question. Le commandant soutient pleinement l'idée de la collecte de fonds et propose de la faire gérer par le commis administratif. Le cuisinier le remercie sincèrement, tandis que les soldats, affamés, réclament à manger en se plaignant du manque d'assaisonnement. Le chef les invite alors à s'asseoir, prêt à leur servir le repas. Avant de commencer à manger, le commandant insiste pour que les soldats expriment leur gratitude envers le cuisinier en disant « Merci pour le repas ». Certains sont surpris, pensant d'abord à un geste comme se laver les mains, tandis qu'un autre évoque une sorte de prière, une habitude des familles aisées. Malgré leur hésitation, ils acceptent finalement de suivre cette tradition, même si certains n'ont plus prié depuis longtemps. Malgré leur gêne, les soldats tentent timidement une prière de remerciement avant le repas. Encouragés par le commandant, ils finissent par exprimer leur gratitude d'une voix forte et unanime. Les soldats savourent enfin leur repas, surpris par la saveur et le geste de gratitude qu'ils partagent. Le commandant, pensif, se remémore une tradition similaire au Japon. Soudain, un messager vient interrompre, apportant un rapport important concernant l'audience avec le margrave. Justine arrive au manoir du margrave Talleyrand, surpris par l'invitation soudaine. Il comprend que cette convocation cache une intention de le traiter avec mépris, liée à sa relation avec une certaine Véelle. Diane de Talleyrand, fille unique du margrave et fiancée du prince héritier, apparaît en silhouette. Dans le roman léger, le protagoniste avoue avoir forcé Diane à être avec lui par ressentiment envers le prince héritier. Cette relation conflictuelle a conduit Diane à se suicider, ce qui a profondément marqué l'histoire. Malgré cela, le héros doit encore gérer les manigances de Justine à son encontre. Un serviteur informe le protagoniste que le margrave Talleyrand lui a ordonné de le guider. Alors qu'ils avancent vers la salle d'audience, on annonce l'arrivée de Lord Justine de Vandières, et la porte s'ouvre sur l'ordre d'entrée. Lord Justine de Vandières fait son entrée, s'excusant poliment pour le temps accordé. Dans la salle d'audience, le regard sévère des hommes en uniforme se pose lourdement sur le protagoniste, marquant la tension palpable de ce moment. Justine remarque la présence impressionnante des chevaliers du margrave, ce qui souligne la gravité de la situation. Sur invitation, il s'incline respectueusement avant de prendre place. Intérieurement, il se prépare à surprendre ses détracteurs en adoptant une attitude exemplaire, bien loin de l'image qu'ils ont de lui. Le margrave, bien que calme en apparence, reste sur ses gardes. Justine expose un problème qu'il a constaté lors d'une récente sortie en ville, lié à la dégradation de l'ordre public. Il révèle que les habitants le perçoivent comme un seigneur cruel qui traite son peuple comme des objets jetables, ce qui provoque une vive réaction chez le margrave. Justine interroge le margrave sur le sort réservé aux conscrits blessés lors des combats contre les monstres, mettant en doute la véritable considération portée à ces hommes. Un chevalier s'emporte, défendant avec véhémence le seigneur, mais celui-ci calme les esprits et explique qu'il accorde des compensations militaires et dispense les blessés de leurs devoirs, tout en leur permettant de reprendre leur emploi. Justine réplique, soulignant que cette gestion ressemble à un traitement des soldats comme de simples pions jetables. Justine raconte l'histoire d'un ancien artisan blessé, dont la famille souffre malgré les compensations promises. Il dénonce l'indifférence du margrave, qui refuse d'assumer la responsabilité des conscrits en difficulté, craignant que des aides trop généreuses ne ruinent le domaine. Le margrave rejette l'idée d'une pension durable, jugeant cela irréaliste. Justine propose des solutions concrètes pour améliorer la situation des blessés, comme l'ouverture de cliniques gratuites dans les quartiers pauvres ou la création d'emplois adaptés à leurs capacités. Il interroge le margrave sur les bénéfices qu'il pourrait en tirer, soulignant l'importance de ces actions pour le peuple. Ce dernier, après réflexion, accepte d'examiner ses idées et promet de trouver des moyens d'agir rapidement. Justine affirme qu'il écoutera toute proposition logique,
mais reste méfiant face aux intentions cachées. Il révèle avoir entendu des rumeurs sur le traitement réservé à la fille du margrave. Ce dernier, sur la défensive, jure de ne plus jamais interagir avec elle et garantit son honnêteté au nom de sa famille. Le margrave insiste pour que le protagoniste tienne sa promesse, mais ce dernier sent clairement qu'il ne lui accorde aucune confiance. Malgré tout, il sait qu'arrêter de s'immiscer dans les affaires de Diane ne changera rien. La héroïne principale fera bientôt son apparition. Cette figure, une sainte capable de lutter contre le mal qui ronge le monde, est précisément cette héroïne annoncée. Justine réfléchit sur le destin de Diane, soulignant qu'elle était déjà morte dans le roman avant l'arrivée de la sainte. Il s'interroge sur ce qui se passerait si Diane survivait, espérant qu'elle puisse trouver le bonheur. Par ailleurs, il évoque une augmentation anormale des monstres, qu'il attribue à l'influence du dieu maléfique, signe selon lui que la sainte va bientôt apparaître. Le margrave refuse d'admettre que sa fille pourrait ne pas être la sainte, insistant sur l'absence de preuves. Justine rappelle que toutes les saintes étaient mariées à la famille royale, ce qui rend improbable que Diane soit la véritable sainte. Il prédit que si la sainte apparaît, Diane sera probablement écartée par le prince héritier, contrainte de se taire et de s'effacer. Justine admet que tout cela reste une simple conjecture, mais il tient à ce que le margrave en soit conscient. Ce dernier, méfiant, se demande ce que Justine de Vandières peut bien avoir en tête. Ce dernier s'excuse pour son comportement passé et promet de prouver sa sincérité par ses actions à venir. Le margrave Talleyrand reconnaît avec méfiance la présence de Justine de Vandières. Ce dernier avance avec assurance, affirmant avoir fait son premier pas vers un avenir incertain. Le doute plane alors sur les véritables intentions de Justine. Le chevalier commandant explique qu'il utilise des herbes médicinales en cuisine, détaillant les usages du thym, du romarin et du laurier. Intrigué, ses compagnons lui demandent comment il connaît tout cela. Il révèle alors qu'il a appris en recherchant les effets des herbes médicinales, rappelant qu'il cuisinait pour sa famille dans sa vie passée, ce qui s'avère utile aujourd'hui. Le chevalier commandant explique qu'il utilise des herbes médicinales en cuisine, détaillant les usages du thym, du romarin et du laurier. Intrigué, ses compagnons lui demandent comment il connaît tout cela. Il révèle alors qu'il a appris en recherchant les effets des herbes médicinales, rappelant qu'il cuisinait pour sa famille dans sa vie passée, ce qui s'avère utile aujourd'hui. Le commandant informe qu'une contribution de 2 pièces d'argent par personne sera prélevée sur le salaire mensuel de chaque membre pour couvrir les frais alimentaires, ce qui représente environ 1 pièce d'or par mois. Malgré les réserves sur la somme, le protagoniste accepte cette proposition. Il demande ensuite de dresser une liste des besoins auprès des cuisiniers et prévoit de déléguer les achats à un officier administratif, tout en soulevant la question de la complexité de cette organisation. Le commandant informe qu'une contribution de 2 pièces d'argent par personne sera prélevée sur le salaire mensuel de chaque membre pour couvrir les frais alimentaires, ce qui représente environ 1 pièce d'or par mois. Malgré les réserves sur la somme, le protagoniste accepte cette proposition. Il demande ensuite de dresser une liste des besoins auprès des cuisiniers et prévoit de déléguer les achats à un officier administratif, tout en soulevant la question de la complexité de cette organisation. Justine exprime ses craintes face à la tentation que représenterait une grosse somme d'argent, évoquant le risque de détournement des contributions. Pour éviter tout soupçon, il propose d'envoyer une personne de confiance, de préférence intimidante, pour accompagner les achats. Cette mesure vise aussi à empêcher les marchands de pratiquer des prix excessifs, et il confie à Olé la mission de choisir cette personne. Justine exprime ses craintes face à la tentation que représenterait une grosse somme d'argent, évoquant le risque de détournement des contributions. Pour éviter tout soupçon, il propose d'envoyer une personne de confiance, de préférence intimidante, pour accompagner les achats. Cette mesure vise aussi à empêcher les marchands de pratiquer des prix excessifs, et il confie à Olé la mission de choisir cette personne. Justine propose que le commandant accompagne les achats, arguant que sa présence garantirait des transactions honnêtes. Ce dernier, surpris, demande si c'est à cause de son visage intimidant, ce que le protagoniste nie aussitôt. Confiant dans la loyauté du commandant, il insiste sur le fait qu'il n'y a aucun risque de détournement de fonds de sa part. Justine propose que le commandant accompagne les achats, arguant que sa présence garantirait des transactions honnêtes. Ce dernier, surpris, demande si c'est à cause de son visage intimidant, ce que le protagoniste nie aussitôt. Confiant dans la loyauté du commandant, il insiste sur le fait qu'il n'y a aucun risque de détournement de fonds de sa part. Justine accepte à contre-cœur de partir. Bien que la patrouille en forêt soit prévue, un autre personnage propose de le remplacer pour la patrouille en ville, révélant qu'il a compris que le budget était insuffisant. Pendant ce temps, une discussion s'engage sur les négociations d'achat.
Le protagoniste demandant au chef cuisinier de choisir les articles à acquérir. Justine accepte à contre-cœur de partir, bien que la patrouille en forêt soit prévue, un autre personnage propose de le remplacer pour la patrouille en ville, révélant qu'il a compris que le budget était insuffisant. Pendant ce temps, une discussion s'engage sur les négociations d'achat, le protagoniste demandant au chef cuisinier de choisir les articles à acquérir. Alors que Simon et ses compagnons se détendent en marchant, il rappelle que leur sortie est une patrouille, pas une simple promenade. Un supérieur leur rappelle fermement de garder leur dignité et leur sérieux en tant que membres de l'ordre des chevaliers. Alors que Simon et ses compagnons se détendent en marchant, il rappelle que leur sortie est une patrouille, pas une simple promenade. Un supérieur leur rappelle fermement de garder leur dignité et leur sérieux en tant que membres de l'ordre des chevaliers. Les compagnons remarquent un changement d'attitude inhabituel chez leur commandant, autrefois strict sur la discipline et la dignité chevaleresque. Ils s'interrogent sur le but réel de cette sortie, espérant que ce sera l'occasion de se détendre un peu. Cependant, une agitation soudaine éclate dans la rue, interrompant leur conversation. Les compagnons remarquent un changement d'attitude inhabituel chez leur commandant, autrefois strict sur la discipline et la dignité chevaleresque. Ils s'interrogent sur le but réel de cette sortie, espérant que ce sera l'occasion de se détendre un peu. Cependant, une agitation soudaine éclate dans la rue, interrompant leur conversation. Florent confirme qu'il connaît bien le propriétaire de la pharmacie, l'un de leurs fournisseurs. Il reçoit une liste pour s'occuper des affaires commerciales. Soudain, deux enfants, Chloé et Marc, reconnaissent et appellent leur grand frère avec enthousiasme dans la rue animée. Florent confirme qu'il connaît bien le propriétaire de la pharmacie, l'un de leurs fournisseurs. Il reçoit une liste pour s'occuper des affaires commerciales. Soudain, deux enfants, Chloé et Marc, reconnaissent et appellent leur grand frère avec enthousiasme dans la rue animée. Le commandant s'approche des deux enfants qui se promènent et engage la conversation. Ceux-ci expliquent que leur mère va mieux et que leur grand frère est toujours présent pour eux. Ils racontent aussi que leur père est devenu plus gentil et travaille dur, grâce à l'aide de leur grand frère, ce qui touche visiblement le commandant. Les passants, choqués, observent le commandant sourire et poser sa main sur la tête d'un enfant, ce qui contraste avec sa réputation redoutable. Certains paniquent, croyant à une menace envers les enfants, tandis qu'un homme réalise que la perception extérieure du commandant est bien différente de la réalité. Notre héros, lui, esquisse un sourire en comprenant comment il est perçu par les autres. Le commandant promet aux enfants de revenir leur rendre visite avec un souvenir, ce qui les remplit de joie. Ils lui font un au revoir chaleureux, l'appelant « grand frère » avec enthousiasme. Un témoin, impressionné, remarque à quel point les enfants sont attachés à lui, confirmant ainsi la sincérité de son surnom donné lors des entraînements. Le commandant, visiblement gêné, rejette l'idée d'être embarrassé malgré son trouble intérieur. Il avoue en secret que le fait d'être appelé « grand frère » par les enfants lui cause une grande gêne, surtout en ayant en tête les souvenirs de Justine. Alors qu'il se ressaisit, il ordonne aux enfants de rester tranquilles et de ne pas provoquer d'ennui, avant de suivre Florent. Justine commence à expliquer la situation en révélant que le comportement anormal récent des monstres est en réalité le signe avant-coureur d'une future ruée monstrueuse. Il interroge son auditoire sur la cause des déchaînements des monstres, avant de dévoiler l'existence d'une pierre démoniaque, appelée le « fragment du dieu du mal ». Cette pierre absorbe lentement l'énergie démoniaque environnante, qu'elle libère ensuite brutalement une fois saturée. L'énergie démoniaque accumulée attire ou crée de nouveaux monstres, provoquant finalement une horde déchaînée. Justine expose alors les deux solutions pour stopper cette ruée, détruire la pierre démoniaque à la source ou éliminer les monstres jusqu'à épuisement de l'énergie. Son interlocuteur rappelle qu'aucun cas de destruction réussie d'une pierre démoniaque n'a jamais été enregistré, rendant la seconde option la seule envisageable. Justine explique que la pierre démoniaque ressemble à une pierre ordinaire avant d'émettre son énergie maléfique, ce qui la rend difficile à repérer. Il souligne que trouver ce fragment du dieu du mal est une tâche ardue, et qu'une fois la ruée lancée, il est déjà trop tard pour l'arrêter sans causer des dégâts catastrophiques. Même avec l'aide des chevaliers, face à cette situation, il décide de profiter du moment où l'énergie démoniaque est libérée mais avant le début de la ruée pour tenter de détruire la pierre. Justine explique que des éclaireurs ont repéré des monstres rassemblés près des ruines d'un temple dans la forêt de l'Est, ce qui pourrait indiquer la présence de la pierre démoniaque. Malgré ses doutes, Cassius se montre déterminé à se rendre sur place pour tenter de la détruire. Impressionné par sa motivation, le commandant accepte de lui accorder cette mission. Le commandant annonce que la recherche et la destruction de la pierre démoniaque seront menées par son unité et celle d'Elliot, soulignant la montée en puissance de cette dernière. Il mentionne aussi la présence de Cassius, ce qui promet des développements intéressants. Enfin,
Il ordonne à tous de recevoir les instructions d'Olé et de se préparer au déploiement imminent. Un messager se présente auprès de l'Orvandière pour lui faire un rapport urgent. La discussion porte sur les phénomènes annonciateurs de la montée des monstres, confirmés récemment. Malgré la gravité de la situation, l'Orvandière exprime son regret de ne pouvoir envoyer de renfort, conscient de l'ampleur du danger qui menace sa génération. L'Orvandière reconnaît l'urgence de la situation et accepte de coopérer, mais souligne que l'envoi de troupes supplémentaires ne suffira pas à régler le problème. Justine exprime son désir d'éradiquer la montée des monstres à sa source, ce que l'Orvandière semble comprendre. Ce dernier révèle alors qu'il a déjà identifié l'emplacement probable de la pierre démoniaque, suscitant une vive réaction. L'Orvandière explique que cette région a été dévastée à de nombreuses reprises par des monstres, bien avant que sa famille ne gouverne. Il révèle que détruire le fragment du dieu maléfique réaliserait un vœu longtemps attendu. Il précise que les monstres, attirés par cette énergie démoniaque, se rassemblent actuellement à l'endroit problématique, laissant encore une chance d'attaque surprise avec une petite force d'élite. Justine demande alors à l'Orvandière s'il a un plan concret. Justine annonce qu'il mènera lui-même l'escouade suicide pour percer les lignes ennemies, confiant la protection arrière au vice-commandant Hayé de l'Armina. Il insiste sur la fiabilité de la 3e ordre des chevaliers pour cette mission cruciale et demande la coopération de l'Orvandière. Malgré l'incertitude sur l'emplacement exact de la pierre démoniaque, il ne peut se permettre de rester passif et prend l'initiative. Justine et l'Orvandière scellent leur alliance par une poignée de main, chacun promettant de faire de son mieux. L'Orvandière accepte de concentrer ses forces sur la protection des murailles de la ville, conscient de l'augmentation des apparitions de monstres. Malgré cette coopération, le protagoniste avoue ne pas encore accorder sa confiance totale à l'Orvandière. Justine met l'Orvandière au défi de prouver par des actions concrètes qu'il a réellement changé, exprimant ses doutes quant à sa sincérité. Ce dernier, avec un sourire déterminé, affirme qu'il doit aussi être à la hauteur des attentes de leur Clément. Malgré tout, l'Orvandière accepte de partir pour préparer la suite, laissant planer un doute sur sa véritable loyauté. Le groupe fait une pause après un combat intense. Leur chef ordonne d'inspecter et de remplacer l'équipement si nécessaire, alors que la décision est prise de ne pas continuer immédiatement la recherche du fragment du dieu du mal. Une nouvelle action est lancée avec le mot d'ordre déployé. Le groupe profite d'un moment de répit pour se restaurer rapidement, en veillant à se laver les mains à la rivière voisine. Justine envisage de préparer la viande du roc en la faisant frire, optant pour une recette simple sans sauce soja. L'atmosphère se calme alors que la nuit commence à tomber. Le groupe profite d'un moment de répit pour se restaurer rapidement, en veillant à se laver les mains à la rivière voisine. Justine envisage de préparer la viande du roc en la faisant frire, optant pour une recette simple sans sauce soja. L'atmosphère se calme alors que la nuit commence à tomber. Justine annonce qu'aucune pierre démoniaque n'a été trouvée aux alentours, confirmant ses soupçons. Il ordonne aux escouades Justine et Elliot d'explorer les ruines, tandis que l'unité de soutien restera pour garder le camp. Malgré les risques, il insiste sur le fait qu'ils devront se débrouiller seuls en cas d'attaque, convaincu que leur entraînement leur permettra de faire face. Justine annonce qu'aucune pierre démoniaque n'a été trouvée aux alentours, confirmant ses soupçons. Il ordonne aux escouades Justine et Elliot d'explorer les ruines, tandis que l'unité de soutien restera pour garder le camp. Malgré les risques, il insiste sur le fait qu'ils devront se débrouiller seuls en cas d'attaque, convaincu que leur entraînement leur permettra de faire face. Les soldats, revigorés et motivés, encouragent leur commandant à avancer rapidement pour en finir au plus vite et profiter du festin préparé. Justine, sûr de lui, répond avec un sourire déterminé qu'ils peuvent y aller. Le groupe s'engage alors vers les ruines, prêt à affronter les dangers qui les attendent. Les soldats, revigorés et motivés, encouragent leur commandant à avancer rapidement pour en finir au plus vite et profiter du festin préparé. Justine, sûr de lui, répond avec un sourire déterminé qu'ils peuvent y aller. Le groupe s'engage alors vers les ruines, prêt à affronter les dangers qui les attendent. Justine remarque que l'obscurité est plus intense que prévu et ordonne de préparer des torchets. Il décide alors d'enchanter tout le groupe avec un sort de lumière pour faciliter leur progression. Les soldats apprécient cette magie pratique qui renforce leur efficacité collective. Justine remarque que l'obscurité est plus intense que prévu et ordonne de préparer des torchets. Il décide alors d'enchanter tout le groupe avec un sort de lumière pour faciliter leur progression. Les soldats apprécient cette magie pratique qui renforce leur efficacité collective. Le groupe avance prudemment dans un couloir sombre et imposant, leur silhouette se découpant contre les murs de pierre. Justine ressent une présence particulière et indique à ses compagnons que c'est par là qu'ils doivent continuer. L'atmosphère devient lourde, mais leur détermination reste intacte. Le groupe avance prudemment dans un couloir sombre et imposant,
leur silhouette se découpant contre les murs de pierre, Justine ressent une présence particulière et indique à ses compagnons que c'est par là qu'ils doivent continuer. L'atmosphère devient lourde, mais leur détermination reste intacte. Le groupe arrive devant une grande porte imposante, éveillant leur méfiance. L'un des soldats suggère qu'il pourrait s'agir d'une chapelle, un lieu idéal pour cacher quelque chose d'important. Justine, attentif, demande à tout le monde de patienter, sentant que quelque chose les attend derrière cette porte. Le groupe arrive devant une grande porte imposante, éveillant leur méfiance. L'un des soldats suggère qu'il pourrait s'agir d'une chapelle, un lieu idéal pour cacher quelque chose d'important. Justine, attentif, demande à tout le monde de patienter, sentant que quelque chose les attend derrière cette porte. Justine confirme que le fragment du dieu maléfique se trouve plus loin, tandis que des monstres abondent dans les environs. Un soldat prévoit de s'occuper des créatures pendant que le commandant utilisera la magie pour renforcer son corps et foncer dans le combat. Cependant, le héros décide de confier la destruction du fragment à Cassius, surprenant ce dernier. Justine confirme que le fragment du dieu maléfique se trouve plus loin, tandis que des monstres abondent dans les environs. Un soldat prévoit de s'occuper des créatures pendant que le commandant utilisera la magie pour renforcer son corps et foncer dans le combat. Cependant, le héros décide de confier la destruction du fragment à Cassius, surprenant ce dernier. Le héros explique que sa magie a ses limites et que Cassius, rapide, agile et légèrement équipé, est le plus apte à percer les lignes ennemies. Il insiste fermement, ne tolérant aucun refus, et ordonne à Cassius de se préparer. Ce dernier, bien que nerveux, accepte la mission, tandis que le reste du groupe observe avec détermination. Le héros explique que sa magie a ses limites et que Cassius, rapide, agile et légèrement équipé, est le plus apte à percer les lignes ennemies. Il insiste fermement, ne tolérant aucun refus, et ordonne à Cassius de se préparer. Ce dernier, bien que nerveux, accepte la mission, tandis que le reste du groupe observe avec détermination. Le commandant, debout fièrement sur un monstre vaincu, lance un défi à Cassius, l'encourageant à travailler dur s'il veut obtenir des mérites, tout en le prévenant qu'il prendra les choses en main s'il tarde trop. Les soldats, impressionnés, reconnaissent la détermination et l'autorité du commandant avec un sourire admiratif. Après la tension et le combat, un moment de répit s'installe enfin. Le groupe se prépare à partager un repas bien mérité, chacun s'assurant d'avoir les mains propres avant de commencer. L'ambiance se détend alors que tous s'apprêtent à manger ensemble. Après la tension et le combat, un moment de répit s'installe enfin. Le groupe se prépare à partager un repas bien mérité, chacun s'assurant d'avoir les mains propres avant de commencer. L'ambiance se détend alors que tous s'apprêtent à manger ensemble. Après la tension et le combat, un moment de répit s'installe enfin. Le groupe se prépare à partager un repas bien mérité, chacun s'assurant d'avoir les mains propres avant de commencer. L'ambiance se détend alors que tous s'apprêtent à manger ensemble. Le groupe savoure un moment de répit, partageant nourriture et boissons dans une ambiance plus légère. Pourtant, le héros reste plongé dans ses pensées, conscient des défis à venir. Il serre dans sa main un objet symbolique, espérant gagner la confiance du margrave, tout en sachant que les nobles de la capitale le perçoivent toujours comme un homme cruel et impitoyable. Le groupe savoure un moment de répit, partageant nourriture et boissons dans une ambiance plus légère. Pourtant, le héros reste plongé dans ses pensées, conscient des défis à venir. Il serre dans sa main un objet symbolique, espérant gagner la confiance du margrave, tout en sachant que les nobles de la capitale le perçoivent toujours comme un homme cruel et impitoyable. Le groupe savoure un moment de répit, partageant nourriture et boissons dans une ambiance plus légère. Pourtant, le héros reste plongé dans ses pensées, conscient des défis à venir. Il serre dans sa main un objet symbolique, espérant gagner la confiance du margrave, tout en sachant que les nobles de la capitale le perçoivent toujours comme un homme cruel et impitoyable. Le héros s'inquiète des possibles accusations et du mépris du clerc chargé de l'enquête, redoutant même d'être accusé d'incitation à l'émeute. Malgré cette tension intérieure, ses compagnons tentent de détendre l'atmosphère, le taquinant sur son air habituellement sévère et espérant qu'il montre un peu de joie maintenant que le danger est écarté. Le héros s'inquiète des possibles accusations et du mépris du clerc chargé de l'enquête, redoutant même d'être accusé d'incitation à l'émeute. Malgré cette tension intérieure, ses compagnons tentent de détendre l'atmosphère, le taquinant sur son air habituellement sévère et espérant qu'il montre un peu de joie maintenant que le danger est écarté. Le héros s'inquiète des possibles accusations et du mépris du clerc chargé de l'enquête, redoutant même d'être accusé d'incitation à l'émeute. Malgré cette tension intérieure, ses compagnons tentent de détendre l'atmosphère, le taquinant sur son air habituellement sévère et espérant qu'il montre un peu de joie maintenant que le danger est écarté. Les compagnons se détendent autour d'un repas,
riant et taquinant joyeusement, comme pour chasser la tension récente. Plus loin, un groupe d'enfants est encadré par un adulte, créant une atmosphère paisible et presque nostalgique. Un sourire énigmatique éclaire le visage d'un personnage, laissant planer un mystère subtil. Les compagnons se détendent autour d'un repas, riant et taquinant joyeusement, comme pour chasser la tension récente. Plus loin, un groupe d'enfants est encadré par un adulte, créant une atmosphère paisible et presque nostalgique. Un sourire énigmatique éclaire le visage d'un personnage, laissant planer un mystère subtil. Les compagnons se détendent autour d'un repas, riant et taquinant joyeusement, comme pour chasser la tension récente. Plus loin, un groupe d'enfants est encadré par un adulte, créant une atmosphère paisible et presque nostalgique. Un sourire énigmatique éclaire le visage d'un personnage, laissant planer un mystère subtil. Justine décide de remettre certaines réflexions à plus tard, préférant d'abord célébrer la sécurité de tous et les progrès vers un avenir prometteur. Une remarque taquine sur son visage déclenche une réaction vive, soulignant la complicité et les petites tensions entre les compagnons. Justine décide de remettre certaines réflexions à plus tard, préférant d'abord célébrer la sécurité de tous et les progrès vers un avenir prometteur. Une remarque taquine sur son visage déclenche une réaction vive, soulignant la complicité et les petites tensions entre les compagnons. Justine décide de remettre certaines réflexions à plus tard, préférant d'abord célébrer la sécurité de tous et les progrès vers un avenir prometteur. Une remarque taquine sur son visage déclenche une réaction vive, soulignant la complicité et les petites tensions entre les compagnons. La capitale royale du royaume de Rafio s'étend majestueusement sous un ciel clair, dominé par un imposant château perché sur une colline. Une silhouette avance d'un pas décidé dans un long couloir richement décoré, son manteau flottant derrière elle, annonçant l'arrivée d'un personnage important. La capitale royale du royaume de Rafio s'étend majestueusement sous un ciel clair, dominé par un imposant château perché sur une colline. Une silhouette avance d'un pas décidé dans un long couloir richement décoré, son manteau flottant derrière elle, annonçant l'arrivée d'un personnage important. La capitale royale du royaume de Rafio s'étend majestueusement sous un ciel clair, dominé par un imposant château perché sur une colline. Une silhouette avance d'un pas décidé dans un long couloir richement décoré, son manteau flottant derrière elle, annonçant l'arrivée d'un personnage important. Lord Ernest retrouve Diane dans un salon somptueux, s'enquérant de son état et des troubles qui la préoccupent. Elle lui parle de l'augmentation des monstres dans le territoire de Talleyrand, inquiétude confirmée par une lettre de son père. Malgré ses remerciements, Diane reste préoccupée, tandis qu'Ernest assure avoir déjà ordonné à des chevaliers de s'occuper de la menace. Lord Ernest retrouve Diane dans un salon somptueux, s'enquérant de son état et des troubles qui la préoccupent. Elle lui parle de l'augmentation des monstres dans le territoire de Talleyrand, inquiétude confirmée par une lettre de son père. Malgré ses remerciements, Diane reste préoccupée, tandis qu'Ernest assure avoir déjà ordonné à des chevaliers de s'occuper de la menace. Lord Ernest retrouve Diane dans un salon somptueux, s'enquérant de son état et des troubles qui la préoccupent. Elle lui parle de l'augmentation des monstres dans le territoire de Talleyrand, inquiétude confirmée par une lettre de son père. Malgré ses remerciements, Diane reste préoccupée, tandis qu'Ernest assure avoir déjà ordonné à des chevaliers de s'occuper de la menace. Elle évoque Justine de Vandières, commandant de la 3e ordre des chevaliers, en exprimant son inquiétude quant à la manière dont cet homme pourrait traiter son père et les villageois. Son regard sérieux trahit une profonde préoccupation. Elle évoque Justine de Vandières, commandant de la 3e ordre des chevaliers, en exprimant son inquiétude quant à la manière dont cet homme pourrait traiter son père et les villageois. Son regard sérieux trahit une profonde préoccupation. Elle évoque Justine de Vandières, commandant de la 3e ordre des chevaliers, en exprimant son inquiétude quant à la manière dont cet homme pourrait traiter son père et les villageois. Son regard sérieux trahit une profonde préoccupation. Cette fois, il est arrivé à temps, un sourire confiant aux lèvres. Un allié le félicite chaleureusement, reconnaissant ses efforts et sa réussite. La détermination de Cassius semble plus forte que jamais.